Super. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Doers to Doers sur l'onboarding employé. Pour ceux pour qui c'est la première fois un Doers to Doers, donc vous connaissez, non, du coup, si c'est la première fois, vous connaissez pas encore le principe. Donc, pour ceux qui sont habitués, vous connaissez le principe. Doers to Doers, c'est l'audience qui pose les questions. Je suis aujourd'hui avec Thibaut et Isabelle et on va parler de l'onboarding employé. Donc, bienvenue dans ce Doers to... Pardon. Donc Thibaut, tu es CEO chez Elevo. En effet, oui. C'est ça. Donc vous êtes passé dans les 6 dernières années de 0 à une quarantaine d'employés. On a commencé le projet avec 3 fondateurs et aujourd'hui on approche des 50 collaborateurs. Ouais. Trop cool. Et Isabelle, toi tu travailles chez Capgemini Invent. Oui, absolument. Et j'aide les clients sur tous les sujets HR, dont les sujets. Et à titre personnel aussi, j'ai été DRH. J'ai recruté jusqu'à 1500 personnes par an. Donc aussi, c'est des sujets... voilà. Donc j'essaierai d'amener les deux, le côté un peu théorique et aussi le côté un peu pratique sur le sujet. Exactement. Donc Doers to Doers, c'est un entrepreneur qui vient raconter son histoire par rapport à un sujet particulier qui lui tient à cœur et un expert qui vient, une experte en l'occurrence, qui vient apporter sa couche théorique sur le sujet et qui va dire attends, ce que tu es en train de raconter, ça me fait penser à plutôt ceci et puis en fait moi j'ai vu autre chose et ça s'est pas passé comme chez toi pour telle et telle raison et voilà. Et donc comme vous le savez, donc nous avons autant des personnes en ligne ici que dans la salle. Mon rôle à moi, ça va être vraiment de prendre vos questions. Moi, j'ai bien sûr déjà plein de questions pour eux. Mais moi, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à cet événement? Écrivez-moi dans les commentaires sur LinkedIn et bien sûr, dites-moi aussi en vrai pourquoi est-ce que vous êtes inscrit. Le sujet de l'onboarding employé, moi, en tout cas, la raison pour laquelle nous, on a choisi de parler de ce sujet à l'incubateur HEC, c'est parce qu'il y a beaucoup de nos startups qui sont en train de recruter. Même nous, à l'incubateur, en fait, on est en train de recruter. Et on se pose des questions de comment est-ce que tu fais pour maximiser en fait, ces premiers jours? Comment est-ce que tu fais pour en fait, que ce soit hyper efficace, que quelqu'un prenne la culture, les éléments, ces éléments du métier? Comment faire pour qu'ils se sentent accueillis au maximum? C'était un petit peu les questions qu'on était en train de se poser et que beaucoup de nos startups se posent. Et donc, on s'est posé la question. Donc, pendant que vous êtes en train de m'écrire en ligne et pendant que vous êtes en train de réfléchir aussi à vos réponses, je vais d'abord poser la question à Thibaut. Thibaut, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Parce qu'on m'a invité. Oui, mais pourquoi tu as accepté mon invitation? J'ai accepté l'invitation parce que... Alors, je me présente rapidement. Donc nous, j'ai créé une entreprise avec mes associés qui s'appelle Elevo. C'est une start-up dans le domaine des HR qui est spécialisée dans la gestion de la performance, du feedback, développement des talents. Donc on aide les entreprises à accompagner leurs collaborateurs de l'entrée dans l'entreprise à la sortie sur des sujets structurants de leur vie de collaborateur. Et donc, c'est forcément les HR et tout ce qui tourne autour de l'humain dans l'entreprise, un sujet qui nous tient à cœur depuis le début. Quand on lance une boîte sur un sujet, c'est qu'on est passionné aussi par le sujet en question. Et sur ce sujet-là, y a plein de choses qui me parlent. Sur l'onboarding, nous, on a aussi vécu toutes les steps, de commencer juste avec les fondateurs, la première embauche, puis la 10e, la 20e, la 30e, etc., les départs, les stagiaires, les CDI, toutes les différentes étapes et quelle a été notre expérience à travers ça. Et je pense que c'est toujours très cool à partager, surtout pour des fondateurs qui sont un peu avant. Moi, j'aime beaucoup aller chercher du conseil chez des fondateurs qui ont 1 ou 2 ans d'avance sur nous. Parce que souvent on entend plein de gens qui nous parlent mais leur start-up ils l'ont fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils ont fait des super exits, etc. Mais embaucher quelqu'un dans les années 2000, c'est pas la même chose qu'embaucher quelqu'un en 2022, quoi. Donc moi je peux vous donner l'expérience de 2020, 2019, voilà, donc c'est plus proche, c'est pas forcément exactement la même, mais voilà. Et donc c'est avec plaisir que je vais répondre à toutes vos questions. Isabelle, pourquoi toi c'était un sujet qui t'intéressait, l'onboarding employé? Parce que tout démarre là, j'allais dire. Et alors, il y a 2 raisons. D'abord, parce que j'ai une conviction qui est que ce sont les individus ou les personnes qui font le succès des boîtes, quelle que soit la taille des boîtes, et que c'est l'élément clé. On en parlait tout à l'heure, juste avant. C'est aussi l'élément clé quand ça ne marche pas. Tout part de là. Et aujourd'hui, j'allais dire, quelle que soit la taille des organisations, on est dans un monde où c'est encore plus important.
On entend tous parler de guerre des talents, etc. Enfin, il n'y a pas assez de ressources sur le marché. On parle de on parle de tout un tas de sujets. Finalement, tous les sujets RH, je trouve, remontent à la surface. Oui. Ce que je trouve plutôt... Enfin, moi, je suis très contente de ça. Et j'ai une conviction. Pourquoi je suis venue? Parce que je travaille plutôt sur des grosses boîtes. Je suis persuadée que, finalement, à la base de tout ça, il y a beaucoup de bon sens. Et que ce qui marche et les basiques sont vrais pour des boîtes qui font plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, mais que ça s'applique aussi à vous, à des boîtes qui commencent. Et donc voilà, et je trouvais ça intéressant de challenger le double regard. Et en plus, comme Thibaut, tu as eu la gentillesse de nous inviter, donc je n'ai pas résisté. Voilà, donc j'ai réussi, c'est l'idée, j'ai réussi à capter ces deux personnes et à prendre de leur temps pendant 1 heure. Donc il faut que vous squeeziez un maximum tout ce que vous pouvez d'eux pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils sont obligés de répondre à vos questions. Donc tout d'abord, moi, donc, du coup, par rapport à la question que j'avais, quelle est la taille de votre équipe? Moi, je sais du coup, parce qu'on a pu discuter un petit peu avant en salle, donc j'ai autant des personnes qui sont en train de réfléchir à penser à leur boîte, à des personnes en fait qui sont à des fonctions de RH dans des boîtes de 10 personnes ou plus. Est-ce qu'il y a déjà quelques personnes qui veulent un petit peu me dire quelle est votre problématique là maintenant sur l'onboarding? Vas-y, dis-moi. Nous, on a une équipe qui est hyper variée. On a des gens qui sont... Donc une équipe hyper variée. Ouais, on a des gens qui sont en boutique, on a des gens qui sont sur des points de vente différents. En boutique, sur des points de vente différents. On a des gens sur des digital, on a des... Autant sur le digital qu'ailleurs. Ouais. On a des gens qui font exclusivement de la vente. Et en fait, d'autres qui font exclusivement de la vente et c'est dur. À les rassembler, qu'ils ont des valeurs communes. À rassembler, à avoir des valeurs communes. Alors, on a du mal à rassembler tout le monde. En Ok. fait. Des valeurs communes sur plein de... Ok, donc rassembler tout le monde, des profils qui ont rassembler des profils très variés autour de valeurs communes et aussi aligner sur les objectifs, etc. Donc on est un petit peu dans cette transmission de l'information, qu'elle soit autant information émotionnelle avec les valeurs que information très carrée avec les objectifs. Ok, hyper intéressant. Tu disais qu'ils avaient des lieux de travail différents aussi, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Et il y a combien de personnes, du coup? Ok. Ok, hyper intéressant. Quelqu'un d'autre veut partager son expérience et ses questions? Oui. J'ai aussi une question, c'est comment, en fait, quand on va être sur des postes qui sont assez poussés techniquement, on va pouvoir repasser toute cette compétence-là et se dire, il faut pas... Le but, c'est que la personne ne fasse pas les mêmes erreurs qu'on a pu faire, en fait, dans le passif de la boîte et qu'il puisse reprendre à l'état où on en est. Et je trouve que ça, c'est un challenge assez difficile parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans quelque chose un peu scolaire où finalement la personne doit, on la surcharge d'informations et du coup au final il n'y a qu'une partie qui rentre et qui s'intègre. Donc comment ne pas surcharger d'informations et les nouvelles personnes qui arrivent et en même temps leur transmettre tout ce qu'elles doivent savoir pour ne pas refaire les erreurs qu'on a fait dans le passé, etc. C'est vrai que c'est une problématique qui revient souvent et souvent, alors moi je sais du coup que dans la salle on a des personnes qui cherchent à recruter des stagiaires, des personnes qui cherchent à recruter des alternants, des personnes qui cherchent à recruter des full-time positions. Et on peut dire que dans la full-time positions, bon, c'est quelqu'un qui va rester, mais en fait, quand on a stagiaire sur stagiaire, comment faire pour que le stagiaire il apprenne les enseignements de chacun et ainsi de suite. Moi, je vous propose de commencer par là. L'onboarding, c'est la transmission d'informations. Comment vous gérez ça, vous? Comment tu as géré ça, Thibaut, chez Ilevo? Ok. Alors j'espère qu'on reviendra à tout ce qui se passe avant l'onboarding, pendant l'onboarding, etc. Parce que là, on est déjà sur la phase de vous avez quelqu'un, il est en train d'apprendre son métier et vous êtes en train de le former. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Hein. Si vous pensez que c'est là que ça commence, vous avez raté beaucoup d'étapes. Mais on va répondre à cette première question. Alors plusieurs choses importantes. Je pense qu'on a balayé plusieurs types de profils aussi. Si vous êtes sur des profils stagiaires ou des profils juniors, il faut s'attendre à ce que ce soit à vous de les former aussi et à vous de leur transmettre la connaissance, quasiment de bout en bout. Donc c'est versus des profils plus seniors, voire des profils très seniors, où c'est des gens qui vont venir capter le knowledge eux-mêmes. En fait. Ils vont venir le chercher au sein de l'entreprise et ils vont aussi apporter une grosse leur expérience à eux. Donc il faut aussi savoir ce que vous attendez de la personne et du coup placer le recrutement où il faut. Après, pour ce qui est du knowledge et comment on onboard les gens sur le knowledge,
Nous, on travaille beaucoup sur une culture de l'écrit, par exemple, chez Elevo. Donc, je pense que c'est une tendance qui se fait beaucoup. Maintenant, vous avez tous un Notion. À l'époque, c'était Confluence. Enfin, il y en a plein des knowledge base internes. Et c'est important de traiter cet asset, votre knowledge base interne, comme un vrai asset qualitatif qui a de la valeur pour votre entreprise. Et donc de le maintenir à jour, etc. Et quand vous avez ça, ça vous donne plein de clés pour faire avancer quelqu'un qui arrive dans l'entreprise. Ce qu'on fait, nous, aussi, ne surchargez pas la personne quand elle arrive. Même si c'est un stagiaire, il est probablement là pour 6 mois. Donnez-lui 2 semaines au moins le temps de prendre chaque étape. Sinon, la personne, en fait, si vous surchargez, il y a les 4 premières heures de la journée, il y a de l'information qui va rentrer, et ce qui est après, ça va tout être perdu, en fait. Et quelqu'un qui est un junior, peut-être il sait que vous l'aurez dit, mais il ne se rappellera pas, et il n'osera pas forcément vous redemander. Et au final, vous avez dit « Ah, moi j'ai dit, mais en fait, vous n'avez rien transmis, quoi. » Donc, prenez le temps d'étaler ce savoir, prenez le temps d'étaler l'apprentissage et travailler sur les sujets aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas genre 4 semaines, j'apprends, et le lundi de la 5e semaine, c'est parti, on est à fond les ballons, il est formé, quoi. Non, faites étape par étape. On avait fait un truc à une époque, nous, qui avait bien marché, qu'on continue à faire aussi dans certaines équipes, qui est un petit peu des sortes de challenge, c'est-à-dire qu'au cours de l'apprentissage, quand les gens arrivent à certaines étapes, par exemple, si je suis un customer success, la première fois où j'ai fait un call client, eh ben, c'est une étape, c'est un peu une reward. Et en fait, on note un petit peu toutes ces étapes-là et on s'assure de faire les choses petit à petit. L'autre chose qu'on a fait quand on était petit aussi, c'est qu'on s'assurait que quelqu'un qui arrive prenne une demi-heure ou un café même avec quasiment toutes les personnes dans l'équipe, qui sachent ce que chacun fait, quel est l'impact de chacun et comment les autres personnes voient le rôle de la personne qui arrive. Et c'est important pour bien comprendre et se positionner, parce que vous avez une vue globale, vous connaissez votre entreprise du début à la fin, avant qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Les personnes qui arrivent, elles connaissent quasiment rien à votre entreprise. Donc voilà. Donc documentez, prenez le temps de le faire surtout, et répétez. Moi, je dis souvent à mes équipes, je suis assez partisan parfois de la répétition. Les gens parfois trouvent ça chiant, genre ah, mais je l'ai déjà dit, j'ai pas besoin de le redire. Non, en fait, la valeur de la répétition, c'est de montrer aussi ce qui est important, et c'est de s'assurer que le knowledge y passe là où il doit passer. Et c'est votre responsabilité en tant qu'employeur, que manager, de faire passer le knowledge. Voilà. Isabelle, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je suis évidemment d'accord. Je pense qu'il y a un point, s'il y a quelque chose à retenir, je pense, voilà, en tous les cas, je serais contente si vous repartez au moins avec ça, c'est il faut investir. C'est-à-dire que quand vous achetez, quelle horreur. Quand vous embauchez, quelle horreur. Quand vous embauchez quelqu'un, voilà, ça vous coûte de l'argent, etc. Vous investissez sur la personne. Et cette notion-là qui est de dire, il arrive, je le jette dans le grand bain tout de suite, ça ne marche pas. Et c'est vrai que quand on est petit, on n'a pas forcément... Il faut investir. Donc prenez ce temps pour structurer, même si vous avez 1 personne, 2 personnes qui arrivent, prenez ce temps pour structurer. Et j'allais dire, il y a la partie connaissance. Mais si je reviens au basique, posez-vous la question, mettez-vous dans ces chaussures, en bon anglais, traduit, c'est quand vous arrivez quelque part, vous ne connaissez rien, vous ne savez même pas où vous allez vous asseoir, etc. Donc il faut l'accueillir, on y reviendra sûrement. Il faut lui expliquer comment ça marche, des trucs bêtes, mais la logistique, ça paraît bête, hein, mais franchement, où sont les toilettes, où est la photocopie, est-ce que les gens vont manger le midi, où est-ce que les gens vont, c'est quoi les horaires, tous ces petits détails-là, c'est presque pas aussi important que le savoir, mais ça fait partie de l'accueil. Il faut que la personne se sente accueillie, comprenne comment ça marche, etc., sur le sujet. L'idée d'avoir des choses écrites, je trouve ça hyper bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'écrit. Enfin, je suis pas quelqu'un... J'adore écrire, mais franchement, quand j'arrive et que j'ai des trucs à lire, ça me fait chier, je le dis. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres choses. Peut-être c'est des petites vidéos, j'en sais rien. Trouver la modalité qui correspond à qui vous êtes, aux gens que vous allez recruter. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui les accompagne. Donc ça, j'allais dire, c'est de la structure. Et puis, ce qui marche bien, ce qu'on fait chez nous, ce que j'ai vu chez des clients, c'est le jour où la personne arrive. Bon, alors si c'est le premier, c'est vous, le buddy. Hein, vous êtes à la fois le chef et le buddy, mais on met un buddy.
C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la boîte, donc ça peut être quelqu'un qui est arrivé 15 jours avant, c'est peut-être le deuxième, quand c'est le deuxième qui arrive, et qui va pouvoir répondre à tout un tas de questions et expliquer tout ce qui ne s'explique pas et qui ne s'écrit pas. Je pense qu'on reviendra sur cette notion d'explicite et d'implicite. Et pour rentrer, pour que le onboarding se passe bien, il faut que la personne comprenne ce qui est explicite. Et donc, c'est structuré, c'est le transfert, c'est le qui fait quoi, etc. Et j'allais dire l'implicite, c'est derrière le qui fait quoi sur les jobs, c'est comment ça marche, qui finalement est en charge de quoi au-delà des choses, etc. Et il va falloir jouer sur ces deux niveaux. Donc, vous avez l'officiel et puis vous avez le buddy qui va accompagner et qui est prêt quand il faut que ce soit clair, il faut que la personne, il faut que vous ayez organisé cet accueil et au-delà des 3 premières minutes. J'allais dire, qu'est-ce qui va se passer la première semaine, et après, ça s'ajustera en fonction de la personnalité de la personne à intégrer, évidemment. Mais en tous les cas, ça se prépare. Et comme je vous le souhaite, vous allez être tous plus successful, je cherche le mot en anglais, enfin, vous allez tous réussir incroyablement bien. C'est quelque chose que vous préparez là. Il faut que vous soyez déjà dans une logique. Je le fais pour 1, je le fais pour 2. Ça marchera pour 10. Évidemment, vous l'ajusterez, mais voilà, c'est ce que j'appelle c'est la base. Vous êtes en train de construire la maison, donc solidifiez et investissez pour avoir des fondations fortes. Ok. Je reboucle la notion d'un agenda. Ça va vous prendre 1 heure avant que la personne arrive, mais de dire le lundi va se passer ça, le mardi va se passer ça, le mercredi on va apprendre ça, le jeudi on va tester ça, etc. Et ça vous permet aussi, vous, de calibrer ce que vous allez attendre. Et ce qui est assez intéressant quand on fait cet exercice, à chaque fois que je l'ai fait, même quand je le fais aujourd'hui, je me rends compte que le lundi, il est extrêmement chargé, le mardi aussi, le mercredi. Et en fait, il n'y a rien à partir du lundi d'après et du mardi d'après, parce qu'on essaie tout de mettre sur une semaine. Et c'est là où on se rend compte, et je reviens sur mon point, de étaler. Et là, on se dit, c'est quoi le plus urgent? On garde que ça la première semaine, on enlève des choses, on laisse même une journée libre après, probablement la première semaine. Et voilà, faites en sorte de faire un rythme qui marche, parce que vous ne perdez pas du temps en faisant ça. En réalité, vous en gagnez. Je reviens sur le point d'investir, c'est exactement ça. Oui. Je voudrais rebondir sur ça. Est-ce qu'on a parlé de faire des choses un peu variées pour augmenter l'apprentissage? Est-ce que vous avez des choses en tête justement pour un peu varier entre des prestations peut-être un peu scolaires, en tout cas de la façon de faire, aller chez le client, je ne sais pas, aller voir des choses un peu entre les deux? Est-ce que vous avez des exemples de choses où vous dites... Moi, je peux te donner tous les exemples de ce qu'on fait différent. Je vais juste reprendre la question pour les personnes qui sont en ligne. La question est comment varier les différents types d'apprentissage justement pour ne pas faire que de l'écrit. Et je pense que c'est un très bon réflexe parce que, encore une fois, se mettre à la place des gens, vous le faites pour vos clients, faites-le aussi pour vos collaborateurs qui arrivent. Et ce changement de rythme, il fait du bien en fait dans le travail. Donc nous, on va faire des choses en personne, donc directement d'une personne à une autre. Il y aura des choses écrites de base de connaissances. Quelque chose qui marche très bien, c'est ce que nous on appelle, et désolé pour l'anglais, des shadowing. Donc c'est quelqu'un qui va venir assister à un meeting ou une autre chose opérationnelle sans avoir besoin de travailler. Elle est juste là pour regarder ce qui se passe. Et ça, on le fait même à travers les équipes. C'est-à-dire qu'on aime bien que même, par exemple, quelqu'un qui va arriver en marketing va faire un shadow d'un commercial qui est en train de présenter la solution. Et en fait, c'est très important, ça soude beaucoup aussi les équipes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, il va y avoir... on met aussi les gens dans le bain tout de suite, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas encore dans une qualité opérationnelle, ils sont déjà dans les meetings, ils sont déjà là. On prend le temps, quand quelqu'un vient d'arriver, qu'on a un meeting un peu plus collectif, d'équipe. Au début, l'équipe, le meeting d'équipe entreprise, c'est tous les mêmes, parce qu'on est 5, donc il n'y a pas de distinction. Mais toujours récapituler et dire, on va faire notre stand-up aujourd'hui. Et le stand-up, en principe, on dit ce qu'on va faire dans la journée, etc. Ça nous permet de faire ça. Et pourquoi on le fait? On le fait parce que ça nous permet de nous voir au moins une fois par jour et puis d'échanger, etc. Et c'est beaucoup mieux que, imaginez-vous arriver et qu'on vous dise « Ah, vite, viens au stand-up ». Et là, la personne est debout et puis elle voit tous les gens parler. Puis elle ne sait pas pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que moi je dois dire. Et la personne, elle va mettre 1 semaine, 2 semaines avant de comprendre la culture de cet événement-là. Et ça, c'est aussi le rôle du buddy, par exemple, d'expliciter ça. Mais ça peut être le rôle de tout le monde au début d'un meeting, de le faire. Et là, vous transmettez aussi à tous vos collaborateurs, qui peut-être seront des managers plus tard, d'aussi agir de cette manière. Et en fait, on revient au thème de l'accueil. C'est faites en sorte d'accueillir les gens vraiment, quoi.
sur tous les niveaux. Je voulais rebondir sur l'histoire du shadowing. Oui, il y a quand on arrive pour aller à un rendez-vous client, le côté shadowing. Et après, ça prend un quart d'heure de lui dire, bon, bah voilà, maintenant, si tu vas présenter à un client, comment tu ferais? N'hésitez pas, la partie il y a plein de choses comme ça. Entraînez-les avec bienveillance, évidemment. Hein. Enfin, tout ça étant dans l'idée que les gens apprennent. Et ce n'est pas l'idée de lui dire, non, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, mais avec bienveillance. Mais il faut essayer. Parce que finalement, le fait de l'avoir vu, ça commence à démystifier, mais on se dit, est-ce que soit on est capable de faire un truc où on dit, bah voilà, et alors avec les gens qui sont là, j'allais dire le fait de s'entraîner, nous on fait ça chez nous sur des pitchs, les gens s'entraînent, et c'est très rigolo, c'est sympa, et du coup les gens, bah, après quand il va aller à un pitch client, il sera bien plus à l'aise. Je voudrais rajouter juste un point peut-être, et après il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, et qui est un mot que j'aime beaucoup, et qui est vrai aussi à distance, je n'ai pas oublié la question, le rituel. On parle de culture et de choses comme ça, si on veut atterrir sur des choses un peu concrètes, il y a les rituels. Les rituels, ça peut être un stand-up, ça peut être la réunion, ça peut être le fait qu'il y ait un déjeuner ensemble, etc. Donc ça, c'est hyper important. Il faut que la personne qui arrive, elle soit intégrée à ça et qu'on lui explique ce que c'est. Je rebondis juste, j'en profite sur le rituel, sur la question qui était tout à l'heure. J'ai des gens dans un lieu différent. La reco, c'est qu'il faut, si c'est en région parisienne, je pense que c'est possible, s'il faut que les gens, une fois, je ne sais pas si c'est par mois, après je ne connais pas la périodicité, mais si tu veux créer du lien, si tu veux qu'il y ait un sentiment d'appartenance, etc., il faut que les gens aient un meeting une fois tous les X. Souvent, c'est le mois, la périodicité, à ajuster. Et si les gens ne peuvent pas venir physiquement, après, on est dans un monde remote, etc. On sort quand même de 2 ans où on a appris qu'on pouvait faire plein de choses à distance. Je pense que si c'est pas, ça peut être tous les mois à distance ou en virtuel, mais il faut que ce soit une fois tous les X. Alors, c'est peut-être tous les trimestres, j'en sais rien, en vrai. Il faut que les gens se voient en vrai pour partager, parce que si on parle de rituel, si on parle d'affect, on va y venir aussi, hein, d'émotions, d'affect, choses comme ça, il y a une limite à ce qu'on peut faire avec un écran. Alors là, je concorde à 2000% sur le se voir. Et surtout, en fait, faut se poser la question, quel est l'intérêt de se voir? L'intérêt, c'était ce que tu disais, être un challenge. S'assurer qu'on est ensemble, qu'on a cette culture, etc. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne va pas faire la réunion qu'on fait d'habitude de « il en est où le stock ?» Parce qu'en fait, ça, on peut le faire à un autre moment. Ça veut dire que quand on est en présentiel, on va passer du temps qualitatif sur ce présentiel-là, du social d'entreprise quelque part. Et du coup, c'est hyper important. Nous, on a un tiers de nos employés aussi qui sont en remote. On s'assure d'avoir au moins un événement par mois où tout le monde se retrouve, toute l'entreprise. Et ce n'est pas un événement où il y a du travail, 95% du temps. C'est un événement où il va y avoir des choses fun, etc. Machin. Et en fait, ça fait partie de la catégorie investir. Ok, cette semaine-là, il n'y aura eu que 4 jours de boulot effectif. Certes, mais cette journée en fait où les gens se sont connectés, en fait, elle a beaucoup plus de valeur pour la productivité future, pour la collaboration, etc. Donc en fait, vous investissez sur votre ressource la plus précieuse, qui est quand même vos collaborateurs et la culture de votre entreprise, quoi. Donc hyper important, quoi. Ça rejoint du coup la question justement des valeurs. Il y a une question, j'ai vu un... Ah non, pardon. Ok, hyper intéressant sur... ça rejoint vraiment du coup cette question des valeurs et de comment est-ce qu'on fait pour garder justement cette unicité et transmettre à la fois du coup ce qu'on disait des informations émotionnelles type valeurs et à la fois des informations très concrètes, donc objectives. Donc les maîtres mots, si je récapitule, étaler dans le temps, créer des rituels, et prendre en fait le temps d'expliquer pour que les personnes ne soient pas seulement spectatrices, mais de plus en plus actrices, comprendre en fait ce qui est à l'origine, s'exercer à être soi-même à l'origine de ce dont elles sont spectatrices. Donc voilà, ok. Et si je peux rajouter quelque chose, on parle beaucoup d'amélioration continue sur les retours d'expérience, amélioration continue, etc. C'est aussi ça, c'est-à-dire que vous faites quelque part... Demandez à la première personne que vous avez intégrée, demandez-lui,
Il y a 2 choses. Il y a le rapport d'étonnement qui est quand même un incontournable. Moi, je trouve qu'au bout d'un mois, c'est pas mal. Il y a des fois, c'est 3 mois. Je trouve que 3 mois, c'est un peu long. Ils sont déjà déformés. 1 mois, normalement, on n'est pas totalement déformé. Donc voilà, posez-vous la question. Et c'est au-delà de l'onboarding, ça va vous donner plein de trucs sur les choses. Systématisez-le, faites-en quelque chose d'important ou un rituel. Voilà, si je reviens sur ma logique de rituel, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, demandez-lui, écoute, on t'a intégré, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et mettez-le peut-être en charge aussi d'accueillir le suivant ou de travailler sur... C'est une façon aussi de donner, de responsabiliser et de faire que finalement, les choses, au fur et à mesure, vous allez améliorer les éléments. Alors après, il y a une question, on est sur la base. Après, on l'a dit, on intègre différemment quelqu'un qui sort de l'école ou qui est là pour 6 mois versus quelqu'un dont c'est le premier qui sort de l'école mais dont c'est le premier emploi et qui a priori part pour une période plus longue dans votre aventure, de quelqu'un qui est déjà expérimenté. Mais je pense qu'il y a un socle de base qui, de toute façon, l'accueil est vrai. Ce que j'ai raconté sur l'accueil basique est vrai pour tout le monde. Et après, vous avez probablement, entre guillemets, des parcours d'accueil. Même si derrière le mot, ça peut être des choses simples, le mot est un peu... mais au moins, ça prouve que ça existe, qui vont être différents. Oui, on a une question. Pour revenir sur l'idée du buddy. Est-ce que vous incluez aussi du mentoring? Est-ce que le buddy a un rôle de mentor? A priori, non. En tous les cas... Après, il peut y avoir des noms différents. Alors, quand on est tout seul, on est à la fois buddy. Si c'est la première personne, vous êtes à la fois buddy, mentor, chef, DRH, assistante. Enfin, vous avez l'ensemble du spectre. Mais sinon, non, l'idée du buddy, c'est il vous accompagne. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez échanger, vous allez poser plein de questions, et y compris des questions basico-basiques. Le mentor, c'est déjà quelqu'un, et ça marche bien. Tout à l'heure, on disait comment on intègre, etc. Alors, il y a des espèces de chiffres qui disent 20% vous avez les 10, les 20, les 70. Ça peut bouger, mais en gros, on dit quand vous arrivez, la formation, la façon d'apprendre aujourd'hui, donc ça s'applique à ça aussi. Vous avez une partie qui est la formation. Vous lisez, vous apprenez, vous faites un cursus, vous faites un module de formation. Vous avez les 10% de mentor, qui est la personne qui va vous conseiller. Donc, il y a déjà un rapport, même si ce n'est pas un rapport hiérarchique, il y a déjà un rapport différent par rapport au body où c'est mon camarade. C'est celui qui est assis à côté de moi. Et puis après, les 70%, c'est l'application sur le terrain. Et ça s'applique, c'est c'est ce qui sort aujourd'hui des études pour apprendre, et je pense que ça s'applique aussi sur l'onboarding. Donc, si vous avez des gens différents, pour moi, le body est différent du mentor, qui est encore différent du chef, dans un monde idéal. Quand vous êtes tout seul, évidemment, vous mixez. Mais dans un monde idéal, les 3 sont différents. Parce que le mentor, il vous accompagne, mais il n'a pas ce jugement sur votre performance. Ce n'est pas lui qui décide vous restez pas, ou quelle est votre augmentation après. À une petite échelle, ça va être difficile de faire des mentors, je vous le dis tout de suite. Déjà, si vous avez un buddy et un manager, c'est beaucoup. Ok, très cool. Donc nous venons de parler pas mal du coup de transmission d'informations, et nous avons Jacques qui a été interpellé par ta remarque, Thibaut, du tout début, où tu disais qu'il y a beaucoup d'étapes en fait avant la transmission d'informations, c'est-à-dire le moment où la personne est là. Et donc ce que cette personne du coup dans le chat se demande, c'est est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la période entre recrutement et onboarding? Ouais. Qu'est-ce qu'il doit se passer entre les 2 étapes? Exact. Vaste sujet. Ouais, parce que onboarding, on se dit premier jour, première semaine, premier mois, quoi. La réalité, c'est que ça commence bien plus tôt dans la tête de la personne qui arrive. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui rejoint une entreprise. Même vous avez peut-être, j'espère, peut-être pas, mais on rejoint une entreprise à un moment. Il y a plein de choses qui se passent avant. Ça commence à l'expérience candidat. Donc il y a tout le process de candidature, le process d'interview, etc., qui va être extrêmement important, où vous allez transmettre beaucoup des éléments de votre culture déjà. Et alors il y a beaucoup de choses dans le recrutement, c'est pas trop le thème d'aujourd'hui, donc voilà, mais il y a plein de choses que vous allez transmettre à ce moment-là, que la personne va percevoir. Et il y a toute une période aussi entre le moment où la personne accepte l'offre et la personne arrive chez vous. Parfois en France, avec les période de transition, j'ai perdu le mot RH technique de... Le préavis. Le préavis, merci. Et du coup, il peut se passer parfois 3-4 mois
entre l'acceptation d'une offre et la personne qui arrive. Il se passe beaucoup de choses dans votre startup en 3-4 mois. Il se passe beaucoup de choses pour une personne en 3-4 mois, au-delà. Et donc, c'est important d'accompagner aussi ce moment-là. Ça fait aussi partie de l'onboarding. La personne n'est pas encore là, mais ça en fait partie. Et il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place. Il faut que vous fassiez des choses qui soient vraies avec votre culture et avec ce que vous avez envie de donner. Enfin, il ne faut pas essayer de faire des choses qui sont fake et à la première semaine, les gens vont se dire en fait, je ne comprends pas. Donc, typiquement, et ça peut commencer par des petites choses. Une des petites choses qu'on a mis en place très très vite, c'est un mail d'accueil. C'est-à-dire que 3-4 semaines avant que la personne arrive, le recruiting manager va envoyer un mail à toutes les équipes, inclure la personne qui arrive avec son mail perso et dire voilà, j'ai le plaisir d'accueillir telle personne qui va nous rejoindre dans telle équipe, qui a eu tel parcours. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de dire on l'a recrutée parce qu'on pense qu'elle va nous amener ça, on a aimé telle qualité chez elle, etc. Donc, vraiment, une mise en valeur et en lumière. Ça vous permet à la fois de valoriser la personne qui arrive et à la fois de prévenir vos équipes aussi de ce qui se passe. Et là, en principe, alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez nous, mais je pense que c'est assez naturel. Nous, tout le monde répond et dit super, bravo, bienvenue, on t'attend, c'est des super sujets, tu verras, machin. Et en fait, ça fait un gros effet. Enfin, personnellement, moi, si je recevais ça avant d'arriver dans une boîte et qu'il y a 15-20 personnes qui me disent on t'attend, vas-y, rejoins l'équipe, etc., c'est un super feeling. Il y a d'autres petites astuces. Moi, j'ai entendu des boîtes qui font des déjeuners, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines avant avec les équipes, des choses comme ça. Donc, il y a des choses à faire pendant cette période-là, en tout cas. Et surtout, ce que vous avez à faire, et on en a déjà parlé, c'est préparer l'arrivée de la personne. Il faut absolument que la personne se sente accueillie. Posez-vous, vous, la question, comment est-ce que je me sentirais accueilli si j'arrivais dans une start-up? Qu'est-ce que j'ai envie de projeter comme image de ma start-up? Et il y a des essentiels hyper basiques, je le dis parce qu'au cas où la question ne revienne pas, mais quand la personne elle arrive, il faut qu'il y ait tout son matériel qui soit là. Son ordinateur, il est là. Vous ne pouvez pas vous planter là-dessus. Même quand vous êtes une start-up de 2 personnes, vous ne pouvez pas lui dire « non, il arrive dans 3 jours ». Ça n'existe pas. Mettez-vous à la place de la personne qui arrive, en fait. Et donc, en fait, à vous aussi de travailler cet onboarding. Quand vous avez recruté, vu que ça arrive dans 3 mois, vous allez dire « oula, j'ai plein d'urgence, je regarde ça après ». Et en fait, vous vous rendez compte, 1 semaine avant, « ah, il arrive, il faut que je m'en occupe ». C'est trop tard pour un certain nombre de choses. Donc voilà, on peut rentrer plus dans les détails après. Je pense qu'Isabelle a peut-être des choses aussi à dire. Alors moi, j'ai un truc hyper important à dire, c'est que tout ce qu'on vient de dire, ça porte un nom, parce qu'on est dans un monde fabuleux où il y a un nom pour tout. Ça s'appelle le pré-boarding. Ah, super. Donc, vous connaissiez le recrutement, vous connaissiez le onboarding, et ben il y a le pré-boarding. Donc j'en souris, mais c'est vraiment clé. On en a parlé, tout le monde se bat pour les mêmes. Les gens que vous voulez recruter, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il y a un paquet de gens qui veulent les recruter. Donc vous les avez charmés, vous les avez convaincus. Il se passe X semaines entre le moment où ils arrivent, et la vie continue pendant ce moment-là. Ils vont continuer à être chassés. S'ils étaient dans une boîte et qu'ils viennent de dire « je vais démissionner », la boîte d'un seul coup va se rappeler qu'ils sont hyper importants, on va leur proposer qui une augmentation, qui une formation, qui un nouveau job, etc. Donc il faut que vous occupiez le terrain. C'est aussi bête que ça. Il faut que vous occupiez le terrain pendant ce temps et pas faire les morts pendant 3 mois. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça peut être de les mettre sur des choses qui ne sont pas confidentielles pour la boîte, parce que la limite du sujet, c'est quand même... Quand vous l'annoncez, vous ne pouvez pas l'annoncer trop tôt parce que vous n'êtes pas à l'abri que la personne... vous savez comme moi, aujourd'hui, on a un nombre qui explose de gens qui vous disent qu'ils viennent. Quand vous avez de la chance, ils vous disent qu'ils ne viennent pas avant d'arriver. Et quand vous n'avez pas de chance, vous attendez le jour J, tout est prêt, tout est nickel. Et les gens ne sont pas là parce qu'entre-temps, ils ont oublié de vous dire, mais finalement, ils ne viennent plus. Donc, c'est aussi une réalité. Alors, je ne dis pas que c'est la majorité, mais c'est aussi une réalité. Donc, oui, ça ne nous est jamais arrivé, nous. Je pense dans les startups, je n'ai pas trop entendu ces histoires, mais ça doit arriver. Mais ça peut arriver. Donc communiquer, oui. Une semaine avant, ça paraît faire. Une semaine avant, vous avez calé que la personne vienne bien, etc. Communiquez pas 2 mois avant. D'abord, souvent, parce qu'il y a un côté confidentialité. Alors, si c'est des jeunes, c'est différent, mais si vous avez débauché quelqu'un, un CTO important, etc., souvent, il n'a pas forcément encore démissionné. Donc, il y a cette période-là. Mais ça ne vous empêche pas de lui envoyer des choses sur un peu ce qui se passe, avec un lien. Moi, je crois beaucoup au déjeuner. Moi, j'appelle ça déjeuner utile ou manger utile. Et je trouve ça plutôt sympa, qui est d'aller déjeuner avec les gens. Vous les invitez à déjeuner.
15 jours avant qu'ils arrivent, justement pour leur raconter, dis donc, depuis qu'on t'a recruté, il s'est passé telle ou telle chose, comment tu vois les choses, voilà à quoi ça va ressembler là où tu arrives. Et il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un très expérimenté. Enfin, je pense qu'il faut le faire, surtout si vous êtes tout petit. Je reviens sur cet investissement. Cette personne, elle est clé à un moment donné. Donc, et c'est vous. Pour moi, le déjeuner, quand vous, surtout au début, c'est forcément vous, enfin les patrons, les fondateurs qui s'en occupent en termes de valorisation. Et puis, ce qui se fait de plus en plus, vous voyez ça sur LinkedIn comme moi. Vous arrivez, vous avez les goodies, vous avez votre mug, vous avez votre t-shirt, votre chapeau, vos tongs. Enfin, après, faites ce que vous voulez. Pour les tout tongs. ça comme toi, avec le nom sur les le. tongs. Alors, je ne sais pas si tous les gens qui arrivent chez toi ont le droit d'avoir. On a le pull dans le package à l'arrivée. Voilà. Mais voilà, et le fait d'être accueilli, et ça joue dans le sentiment d'appartenance, qui est quand même un truc, vous avez envie que les gens rentrent dans une équipe et fassent partie d'une équipe, et plus l'équipe est petite, plus ça va être important, et plus cet engagement et ce sentiment va être important. Juste un petit warning légal, je suis désolé, c'est chiant, ne faites pas travailler les gens avant qu'ils arrivent chez vous. Oui. Très important. Vous pouvez partager de l'information, vous pouvez leur dire des choses, sous confidentialité, etc. Éventuellement leur faire signer un NDA si ça vous paraît si confidentiel, en principe non, mais ne les faites pas travailler avant. Oui, et par contre, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez parmi des rituels, les after-work ou des choses comme ça, vous pouvez tout à fait, parce que c'est à côté, leur proposer de venir avec un after-work pour rencontrer des gens, si vous êtes plus que 2, parce que sinon, si l'after-work c'est avec vous, ça peut se régler différemment, si c'est le premier. On a une question. C'est quoi la limite? Enfin, ça peut paraître bizarre comme question, mais du coup, des fois, on peut leur faire travailler sur des choses dans le cadre du processus de recrutement, en disant, voilà, on te fait lire par une doc, qu'est-ce que tu as compris et tout. Du coup, il y a une part un peu de travail. Alors, dans le recrutement, il est acceptable de tester les compétences de la personne qui arrive. Et c'est vraiment, votre but, c'est ça. Votre but, c'est pas d'avancer votre projet via vos candidatures de recrutement. Voilà. Par contre, partager de l'info, c'est intéressant. Par contre, ne dites pas, il faut avoir lu tout ça avant d'arriver. Parce que là, vous imposez des conditions, en fait, en réalité. Et puis d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un bon move. Nous, on préconise aussi un autre truc auquel qui je pense est hyper important. On insiste beaucoup, pour les gens qui nous rejoignent, de faire un break d'au moins une semaine entre leur boulot précédent et Elevo. Elevo, votre start-up, et peu importe. Et du coup, séquence publicitaire. Voilà, exactement. Je le place de temps en temps. Non. Et pourquoi parce que c'est un moment assez agréable dans la vie de ne plus avoir d'ennuis professionnels, on va dire, ou d'ennuis ou d'obligations, etc., tout en ayant un emploi qui arrive derrière. Et ça permet aussi de déconnecter fortement du boulot avant que la personne elle arrive chez vous. Et donc cette transition, elle est idéale. Quelqu'un qui finit le vendredi dans son entreprise, qui doit faire 12 000 trucs parce que c'est juste la fin et qui arrive le lundi matin, en fait, c'est pas optimal. Et même si pour vous, ça vous pose un problème parce que vous dites « Ah non, mais je suis tellement en retard sur ce recrutement, une semaine, c'est important ». En fait, non, privilégier aussi, c'est de l'investissement. Alors là, pour le coup, ça ne vous coûte pas d'argent, juste ça décale un petit peu l'embauche, mais privilégier ça aussi, quoi. Ça fait peut-être partie du pre-boarding, je ne sais pas si ça rentre dans les critères. Oh, on doit trouver un nom sûrement, mais oui, non, c'est hyper important. C'est hyper important que les gens aient décroché et vraiment coupé et revenu. Une semaine, c'est idéal. Ok, merci. Nous avons une autre question. Après, moi aussi, j'ai une question. Essayez de parler fort. Sur la partie pré-boarding, j'ai entendu qu'il y avait des sociétés ou des startups qui proposent des demi-journées ou des journées d'immersion aux candidats au sein de l'équipe. Et je m'interrogeais sur le côté légal de ça, pour justement rentrer un peu dans l'ambiance, dans la culture. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues? C'est-à-dire que globalement, il y a deux choses. Soit c'est un étudiant et c'est quelqu'un qui arrive, ou c'est quelqu'un qui ne travaille pas, il n'y a pas de sujet. Si c'est quelqu'un qui est salarié ailleurs, dans le cadre de votre contrat de travail en tant que salarié, vous avez une obligation souvent d'exclusivité. Ce qui veut dire que vous travaillez uniquement pour votre employeur. Vous pouvez demander des dérogations qui vont vous accorder
j'en sais rien, moi, si vous avez à côté de ça, vous avez une petite société qui fait des choses qui n'ont rien à voir, ou vous êtes membre d'un board, ou quel que soit, ou vous faites de l'associatif, etc. Si vous êtes payé par votre ancien employeur pour venir passer une demi-journée sur votre nouvel employeur, ça ne le fait pas. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas obligé, l'employeur n'est pas obligé de le savoir, c'est vrai. Mais si jamais il le sait, il peut vous virer pour cause... Alors, ça va être faute grave. Je pense que faute lourde, il faut avoir tué quelqu'un. Donc, ça va être faute grave. Mais donc, vous pouvez vous faire virer pour ça. Ce n'est pas beau pour votre image en tant que collaborateur. Et puis, on ne sait jamais, vous êtes venu, vous vous tordez la cheville ou vous avez un accident sur la route en y allant, etc. Donc, autant vous pouvez faire venir les gens hors des heures de travail, quand je disais after work, etc., autant là-dessus, il y a plein de gens qui le font. Vous êtes à risque légalement. La question à se poser, peut-être, elle est quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec cette journée-là? Qu'est-ce que vous essayez de prouver ou de valider? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire? Est-ce que dans le process de candidature, il n'y a pas des moyens de le faire? Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train d'anticiper la période d'essai? On a quand même aussi, je pense qu'on va y venir parce que l'onboarding est le début de la période d'essai et la période d'essai porte très bien son nom pour le coup. Et donc, faut faire attention parfois d'essayer de déplacer des intentionnalités sur ailleurs, etc. Il y a des choses qui doivent être là où elles sont. On parlait juste avant l'émission là du cas de vie pro, vie perso, la place de l'entreprise, etc. Nous, on est très précautionneux sur ces sujets et on l'a vu dans la dérive des startups. Il y a eu pas mal d'échos sur plein de choses. Parfois, les startups, dans leur intensité, toutes les startups sont intenses, ambitieuses, etc. Mais parfois, dans cette intensité-là, il arrive de se perdre un petit peu et d'empiéter sur la vie perso des gens, soit sur leur temps, mais aussi parfois en leur demandant de faire rentrer leur vie perso dans le monde du travail, dans la startup, et de devenir des adhérents en fait à cette startup-là en tant que famille. Moi, il y a deux concepts que j'aime pas, et je vous le dis tout de suite. J'aime pas les entreprises qui disent nous on est une famille, parce on peut être une très bonne équipe, très bien s'entendre et avoir des relations qui sont très bonnes, mais dans une famille on licencie pas un membre de la famille. On lui dit pas t'es en sous-performance depuis longtemps, on a essayé de t'aider mais maintenant on te licencie, allez, va voir ailleurs dans une autre famille, ça n'existe pas. Et donc il faut être raccord avec ça. Le deuxième, alors tout le monde ne peut pas être d'accord, hein, là c'est mes points de vue, hein, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Il y a un autre truc aussi que je suis pas très favorable, c'est donner des noms à vos employés. Les Googleurs, par exemple. Il y en a plein. Hein. Prenez votre nom de votre startup, mettez Her ou On ou quelque chose à la fin. J'aime pas trop ça parce que ça pousse en fait un concept de dire toi, en tant que personne qui nous rejoint, quand tu es chez nous, tu n'es un peu moins cette personne, tu es le Googler, tu dois rentrer dans ce format. Et c'est vrai que chacun doit rentrer aussi dans une culture, il y a des choses sur lesquelles on a envie que les gens se conforment, mais on a aussi envie que chacun vienne avec sa personnalité, sa diversité, et ne se fasse pas, en fait, on n'efface pas la personnalité des gens parce qu'ils sont dans l'entreprise. Ils ne sont pas obligés de se changer pour être là. Et du coup, voilà, donc deux concepts, moi, qui me tiennent à cœur. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a plein de startups qui le font, qui sont très, très bien aussi et que j'admire et qui ont des noms pour leurs employés et qui le font très bien. Je pense que parfois, ça peut être une dérive et il faut y faire attention. Moi, je rebondis sur famille. Je suis d'accord, la famille... moi, j'ai une conviction, c'est il y a le boulot et il y a le reste du monde. La famille, c'est la famille. Donc, et voilà. Et le boulot, moi, je parle plutôt d'équipe, parce que je pense qu'il y a cette notion d'équipe, etc. Et on voit bien qu'on peut être à un moment dans une équipe et être à 200% dans une équipe et la quitter pour une raison X ou Y. Je suis d'accord, la famille, je trouve que le mot est un peu... Quand on est dans une petite structure, il y a souvent un surinvestissement, on en a peu parlé, donc je m'en profite pour le mettre sur la table, autour de l'émotionnel, de l'affect, parce que dans toutes les relations de travail, il y a aussi une dimension humaine forte. C'est sûr que quand vous êtes 2, 3, 4, il y a un côté commando, je parlais de commando tout à l'heure, mais il y a un côté commando qui fait que ça prend des proportions importantes. C'est une réalité, c'est aussi votre responsabilité en tant que patron d'arriver à faire cette distinction entre le professionnel et le perso, parce qu'à un moment donné, on est dans une équipe et tout va bien.
Et puis, à un moment donné, vous pouvez être amené à prendre, soit parce que la personne performe moins, soit parce que l'entreprise traverse des difficultés aussi, ce n'est pas forcément lié à la personne, des décisions difficiles. Ce sera humainement difficile, mais c'est encore plus humainement difficile si cette frontière-là, elle n'a pas existé. Donc là aussi, moi, je suis d'accord avec toi sur... on peut prendre du plaisir à travailler ensemble. Bien sûr qu'on a des relations avec des gens, on est des animaux sociaux, donc évidemment, c'est important. Mais attention à ne pas tomber dans le chantage affectif. Ok, hyper intéressant. Parce que, en fait, justement, de cette dimension émotionnelle très forte de la part de l'entrepreneur, on peut avoir tendance aussi à vouloir emmener ses équipes dans le même élan entrepreneurial et passionnel que nous, alors que, il faut aussi faire la différence entre... C'est pas forcément exclusif, en fait. Ouais. C'est pour ça que je parlais du fait qu'il peut y avoir de l'intensité, il peut y avoir de l'ambition, il peut y avoir un esprit d'entrepreneuriat qui est partagé, que même vous poussez, en tant que leader dans l'entreprise, que vous poussez à vos collaborateurs. Faut faire attention de ne pas aller chercher justement les triggers émotionnels qui sont personnels chez les gens. Et c'est pas forcément évident dans un contexte où on est par exemple 5 ou 10, ou même quand on est moins d'une vingtaine de personnes, c'est pas évident de parfois faire cette distinction. Mais gardez-la à l'esprit, écoutez les gens et puis regardez aussi comment ça se passe. C'est important de ne pas tomber là-dedans et de le faire dès le début et de le faire aussi avec vous-même. Vous allez être les premiers à vous donner corps et âme dans votre boîte. Ça prend beaucoup de temps de créer une entreprise qui marche, etc. Dans 2 ans, vous n'êtes pas au CAC 40. Ça va vous prendre des années et des années. Pareil, n'oubliez pas votre vie sur le côté, quoi. Et du coup, appliquez-le au global dans votre boîte, quoi. Ouais, peut-être là-dessus, il y a un truc, n'oubliez jamais que tout le monde vous regarde. Et donc, il y a un côté exemplaire, on en parle beaucoup, l'exemplarité du manager, etc. Mais oui, si vous êtes en train de dire que tout le monde regarde ce que vous faites, donc si on parle de valeurs, de culture, etc., c'est vous qui l'incarnez, et ça s'incarne par des actions, par des choses concrètes. Donc, si vous dites que vous respectez le temps des gens, etc., il ne faut pas que vous soyez au bureau tout le temps. Ou si c'est le cas, il ne faut pas que les autres le voient. Voilà. Soyez vigilants à ça parce qu'en plus, les gens qui viennent, c'est vous qui donnez comment ça marche. Et donc, si vous êtes là de 7h du matin à 23h, la personne qui va arriver, elle va se dire « je suis obligée d'être là de 7h du matin à 23h ». Ouais, et donc, et vous pouvez lui expliquer que oui, c'est vous parce que c'est votre boîte, mais que ce n'est pas ça que vous attendez de cette personne. Et le lui dire. Et pas hésiter à le dire, je pense que c'est important parce que les gens ils vont essayer de se faire bien voir. Et ça fera le lien avec la période d'essai parce que je pense que c'est important qu'on en parle aussi. Après, il y a peut-être d'autres questions, mais sur les essais. Ok, je vais prendre une question du public avant qu'on entame sur la période d'essai. Et d'ailleurs, ça va peut-être avoir lieu. Et aussi par rapport à la période d'essai, il y a d'autres sujets du style, si jamais on se rend compte que c'est pas la bonne décision, comment est-ce qu'on fait? D'abord, j'ai une question de Damer qui est quels conseils pouvez-vous donner pour inspirer les nouveaux collaborateurs avec l'objectif d'être automotivés et de s'exprimer dans l'équipe? Donc vraiment leur laisser prendre leur place. Et posez-leur des questions. C'est-à-dire que là encore, si vous voulez que les gens s'expriment, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des moments pour le faire. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et la question « comment tu vas ?» etc. Les gens, ils viennent d'arriver, donc évidemment, ils vont vous dire que tout va bien. Vous faites bien voir quand vous arrivez quelque part, vous ne connaissez pas, vous faites tout pour faire plaisir à votre chef pendant la période d'essai et même après. Donc, ça veut dire qu'il faut structurer des moments, ça veut dire qu'il faut avoir des choses où vous-même, vous êtes sur des logiques, où vous dites, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as pensé de ton intégration ? Et au-delà de qu'est-ce que tu as pensé de ton intégration, il va dire c'est vachement bien, lui dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Si vous voulez que les gens s'expriment, c'est poser des questions qui vous remettent pas, je mets des guillemets, parce que c'est pas, mais qui vous remettent pas en cause. C'est, voilà, tu as été accueilli, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins bien aimé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour les autres, etc. Donc, créer des moments d'autorisation où les gens puissent s'autoriser, sachant que ça va se mettre en place au fur et à mesure du temps, mais créer ces moments à l'origine et partez pas du principe que ça va se faire naturellement. Il y a des gens qui ont des grandes gueules et qui vont le faire naturellement. Il y a tout un tas de gens qui vont rien dire et qui vont pas oser le dire. Donc, facilitez ça.
Une question. Sur ce qui a été dit. Moi, c'est des choses que je cherche. Par exemple, c'est des sortes de trames, pas très longues, mais je veux dire un peu ce côté où on se pose et on se dit, du coup, un peu sur les réunions, on est là pourquoi, combien de temps, quel est le but de ça. On parlait du stand-up tout à l'heure. Ou très bien, par exemple, avoir un peu ce moment où on se dit, on se pose la question, qu'est-ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce que tu verrais différemment, et des choses qui peuvent être 5 questions, mais qui nous permettent en fait de se mettre tous dans un mood très rapidement et bien orienté, quoi. Ouais. Ouais. De toute façon, 100% d'accord. C'est à vous de créer la place pour que les gens s'expriment. Tout le monde n'est pas égaux face à sa capacité à se poser sur ces sujets. Après, là, je pense que tu as parlé de deux choses en même temps, à la fois le côté opérationnel, c'est quoi l'objectif de cette réunion, et là, on était pas mal sur le côté plus aussi sur le feedback de la personne, comment elle se sent, où est-ce qu'elle veut aller, comment elle veut évoluer, c'est des temps différents. Après, alors, un peu d'autopub. Elevo.fr, il y a plein de trames de ressources, il y a plein de trames de questions pour le coup sur ces sujets-là, c'est notre spécialité pour le coup. Et c'est assez rapide. Nous, je vais vous donner la meilleure question qu'on a mis nous dans notre rapport d'étonnement. D'ailleurs, c'est la première. Et cette question, c'est, que je la dise comme il faut, c'est est-ce que votre travail que vous avez aujourd'hui est conforme à ce qui vous a été promis lors des entretiens? Et c'est assez intéressant en fait, parce que tout de suite, en fait, on va pouvoir toucher du doigt les petites différences. Les gens vont le dire avec beaucoup de tact. Quand ils arrivent dans l'entreprise, ils veulent se faire bien voir. Donc, soit ils vont dire c'est super, je suis super content, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Soit ils vont dire des choses avec beaucoup de tact et vous allez dire oh, on est 90%. Non, s'ils disent 10% dans le premier mois, c'est qu'il y a un vrai sujet à creuser, quoi. Okay. Et donc après, créer la place de s'exprimer sur ces sujets-là, c'est important. Et la manière dont vous tournez les questions, tu l'as dit, les questions qui vous auto-incriminent pas ou qui mettent pas la personne dans une position difficile de faire un feedback qui pourrait être négatif, etc. C'est important. Et c'est important de le faire régulièrement avec vos équipes, même quand vous êtes tout petit. Au début, vous êtes la tête dans le guidon. Mais en fait, ça vaut le coup de se poser voilà, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, comment je peux t'aider, etc. Le rapport d'étonnement aussi. On a une question. Dans cette logique un peu, est-ce que vous conseillez d'envoyer ces questions en amont pour que la personne puisse les préparer? Oui. Donc question à envoyer en amont, donc. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez donner de la place à la personne pour faire du feedback, il ne faut pas la corner, quoi, de toute manière. Donc, justement, un sujet brûlant, bonjour. Ouais. En fait, la façon de poser la question était fermée. Quand tu poses la question, Alors, c'est pas forcément la seule question à poser. Et puis après aussi, oui, alors après, c'est un questionnaire, en fait. Et ce qu'il faut voir aussi quand vous... faut amener les gens, faut laisser la place et il faut arriver à les amener à s'exprimer sur les choses. Si on commence par une question hyper ouverte, si le rapport d'étonnement c'est « alors ça va, comment ça se passe, on en parle ?» En fait, les gens, feuille blanche, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai le droit de parler, qu'est-ce qui est OK de dire dans cette boîte, etc. Donc, cadrez les sujets au début et puis ouvrez-les aussi et créez cette place-là, quoi. Ce qui marche bien, c'est effectivement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et comment on pourrait l'améliorer. Et les mettre dans une position de proposition. Parce que là, d'un seul coup, quand ils vont proposer, ça va aussi ouvrir sur des choses qu'ils ne vous ont pas forcément exprimées ou dites. Et par contre, ça veut dire être très vigilant, tu l'as dit, à ce qu'ils disent. Parce qu'il y a ce qui va être à demi-mot et c'est cette partie-là qui va être la plus intéressante. Donc, prenez le temps. Et rendez le truc cool. Nous, par exemple, on a une question, c'est qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant chez Elevo? Il y en a une deuxième qui est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais demain? Trouver des trucs qui sont marrants et qui permettent de lancer des sujets. Il y a une grosse partie de votre discussion qui sera en dehors du questionnaire. En fait, c'est l'étincelle, le questionnaire. Derrière, c'est à vous en fait, de démarrer aussi cette discussion. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que pendant ces 3 minutes, on pourrait commencer à aborder, on a le droit de dépasser un petit peu, merci pour votre patience, sur la partie période d'essai, la partie en fait un petit peu moins glamour de l'onboarding qui est, ça fait 2-3 jours et ça se passe mal. Déjà de 1, qu'est-ce qui se passe mal et comment est-ce qu'on fait pour savoir que ça se passe mal? Et 2, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, dans période d'essai, le mot important, c'est essai. J'ai essayé de trouver des chiffres
un peu de regarder. J'ai trouvé des chiffres de 2021, donc je ne sais pas s'ils sont très justes, mais en gros, il y avait entre 15 et 20% des périodes d'essai qui étaient arrêtées. Je m'attendais à ce que ce soit plus, pour être tout à fait transparente, mais c'est... Alors justement, 60% à l'initiative, 61% pour être précise, dans ce que j'ai trouvé qui était d'à peu près il y a un an, à l'initiative du collaborateur. Okay. Donc c'est le collaborateur qui dit stop et qui part. Aujourd'hui, moi j'avais en tête que c'était effectivement dans la majorité des cas, c'était le collaborateur qui dit bah non, finalement c'est pas ce que je venais chercher, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que tout au long de la période d'essai, il y ait des moments où ça puisse s'exprimer, d'où l'idée, est-ce que tu es venu... c'est pour ça qu'un mois, c'est pas mal, parce qu'au bout d'un mois, quand même, si ça se... Enfin, voilà. Ça, c'est j'allais dire, c'est la partie structurée, organisée. Après, faites aussi confiance à votre intuition. Vous voyez les gens, vous vous dites, ils ont l'air bien, ils n'ont pas l'air bien. N'hésitez pas à venir. Et vous-même, vous voyez des choses qui ne vont pas. Soyez très explicite, gentiment, avec bienveillance, j'en ai parlé tout à l'heure. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans un corner, mais en disant, écoute, j'ai l'impression que en tous les cas, là, tu devais faire le rendez-vous, c'est pas bien passé, j'aimerais qu'on en parle. Comment on fait pour remettre les choses, essayer de remettre les choses sur, j'allais dire, sur la bonne ligne. Et puis... Et ça fera le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'affect, sur l'émotion. Oui, c'est un investissement de recruter quelqu'un. Le recrutement, je l'ai dit, c'est un des trucs les plus durs au monde. Vous avez des gens qui sont recruteurs depuis des années, ils se trompent. C'est une science inexacte, il faut l'accepter. Et donc, si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, très vite, essayez de revenir et de voir d'enlever le truc en me disant est-ce que vraiment je me trompe, etc. Et si vous voyez que vous êtes trompé, n'allez pas au bout de 3 mois, arrêtez. Et arrêtez, alors il y a un truc, moi je dis toujours ça, c'est comme en amour, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et l'expérience montre que quand il y a un doute et qu'on continue, et c'est vrai pour le recrutement, si dans le recrutement, vous avez un doute, même si ça a l'air de la personne géniale, mais vous avez la petite lampe rouge qui s'allume, écoutez la petite lampe rouge qui s'allume, parce que ça va vous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et quand vous êtes tout au début, c'est plus compliqué de se tromper quand vous recrutez 1-2 premières personnes que quand vous en avez 10 ou 20 dans vos équipes, quoi. Donc, n'hésitez pas, ça sert aussi à ça. Et c'est pas grave, faites-le gentiment, faites-le. Le monde est petit, hein, il ne faut jamais se quitter fâché, mais faites-le, parce que ça sert à ça. De la même personne, de la même façon que la personne, et c'est dans 3 cas sur 5, hein, va venir vous voir et va vous dire, bah écoute, franchement, non, c'est pas ça que je m'attendais. Ou c'est vachement bien chez toi, mais on m'a proposé avec 20% de plus ailleurs et à côté de chez moi. Donc voilà, je t'aime bien, mais voilà. N'hésitez pas à ça, ça sert aussi à ça. Et il faut, ne pas en faire un tabou. Et si vous avez déjà une équipe, gérez la communication de la sortie. Donc il y a par rapport à la personne qui sort, mais gérez la communication de la sortie. En disant, bah voilà, le match n'a pas pris, etc. Mais c'est pas grave, on le remercie. Et nous, on a mis en place un truc où on communique sur les off-boarding. Parce que vous avez l'onboarding et il y a l'off-boarding. Vous avez appris le pré-boarding. Et ça sera mon dernier concept de la journée, le off-boarding. C'est comment on gère le départ des gens, qui est hyper important en termes d'image sur les équipes et pas un truc qu'on met sous le tapis. Clairement, les gens se posent des questions quand les gens sortent. Si vous n'y répondez pas, en fait, ils vont trouver ou imaginer les réponses et ça ne sera pas les bonnes de toute façon et ça ne sera pas bon pour l'entreprise de toute manière. Donc oui, je n'ai rien à ajouter, c'était vraiment très précis. Vous n'êtes pas méchant parce que vous mettez fin à une période d'essai. Il y a beaucoup d'affect, on disait, surtout au début de l'entreprise. De la même manière, bien sûr, vous êtes gentil en soi, mais ne soyez pas trop gentil. Si quelqu'un, dans sa période d'essai, vous trouvez que ça ne va pas, il faut lui dire. Il ne faut pas se dire, il vient d'arriver, on va attendre encore un petit peu, etc. Vous lui faites une défaveur, en fait, à la personne à qui vous ne dites pas les choses qui ne vont pas. Dites-les avec bienveillance, évidemment, mais dites-les. Et un truc, nous, qu'on ne faisait pas au début, mais qui est vraiment important, c'est mettez-vous des objectifs de période d'essai que vous partagez avec le collaborateur qui arrive. Vous vous alignez là-dessus. C'est beaucoup plus facile de faire le point. Et quand vous renouvelez la période d'essai, dites sur quels critères vous renouvelez la période d'essai. J'aimerais encore voir ça et ça et ça. Et c'est pour cette raison-là que je n'ai pas validé la période encore. Et voilà. Et si vous l'avez renouvelé, si à un moment, avant la fin,
vous dites, bon, j'ai l'impression que c'est validé. Vous pouvez valider une période d'essai avant d'arriver à la fin de votre renouvellement aussi. Voilà. Donc, soyez honnête avec vous-même et en effet, écoutez les petits doutes et les petites intuitions parce que quand vous les mettez sous le tapis, elles finissent par ressortir, quoi. Et objectiver. Enfin, le côté, plus vous aurez d'éléments pour objectiver, d'abord vous, ça va vous aider. Et puis, tu l'as dit, n'hésitez pas à revenir vers les gens pour leur donner une chance de s'améliorer. Parce que s'ils ne voient pas, soyez explicite là-dessus en disant tu n'es pas là où je t'attendais sur tel ou tel sujet, parce que là, etc. Et voilà ce qu'on peut faire pour que tu y arrives. Ouais. Mais si la personne ne le sait pas, le pire étant de se retrouver au bout de 3 mois et en disant écoute, franchement, je ne suis pas content, au revoir. Ouais, parce que là, vous aurez des choses à vous reprocher et la personne aura des choses à vous reprocher aussi, de dire mais en fait, tu ne m'avais pas dit. Je ne savais pas. Voilà. Donc, non, faites les choses bien, c'est important. Merci beaucoup. Si je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont... Ouais. Je vais tenter. Il y a plusieurs choses qui sont hyper importantes. Tout d'abord, on a parlé de transmission de l'information. Donc là-dessus, il faut que ce soit non seulement étalé, mais surtout, ça passe par des rituels. Et c'est de la transmission à la fois sur les valeurs, à la fois sur les rituels, le pourquoi, mais également sur des objectifs, d'ailleurs, on en parle. Donc les objectifs de période d'essai, les objectifs de l'entreprise, en laissant bien sûr l'occasion aux personnes à la fois de prendre des initiatives en l'invitant à réfléchir par elle-même sur ce qu'elle voit, mais également lui demander son avis sur ce qui vient de se passer, mais également lui dire voici là où je t'attendais, où tu n'es pas attendu, et où tu n'es pas arrivé. Donc, comment est-ce que tu penses pouvoir résoudre ce problème-là? Donc ça, c'est toute une partie qui est transmission de l'information. Il y a également toute une partie de techniques concrètes avant l'onboarding, donc cette fameuse période de pré-boarding, à la fois pour maximiser les chances de retenir le candidat, et là-dessus c'est transparence, inclusion, sans faire travailler les gens avant, parce que non seulement ça se fait pas trop, mais en plus c'est pas très légal. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter à ce résumé ? Moi, je rajouterais, alors je reviens sur cette logique d'investissement. Oui. C'est un investissement, donc vous avez des tonnes de choses à faire, mais le succès de votre entreprise, c'est les gens que vous allez recruter qui le font. Donc, investissez autant de temps que vous en mettez pour aller chercher de l'argent quand vous allez voir des VC ou autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une grande partie de tout ce qu'on se dit est quand même que du bon sens. Donc après, on met des noms compliqués, tout ça, mais quelque part, c'est du bon sens. Et n'hésitez pas à vous poser la question de, si vous arrivez quelque part, de quoi vous avez besoin, etc. Parce que c'est quand même beaucoup ça aussi, ce qu'on a dit. C'est du bon sens, mais du coup, il faut penser à se libérer l'espace mental pour laisser ce bon sens venir jusqu'à vous et jusqu'à vos actions. Absolument, mais si vous considérez ce qu'on dit, ce qu'on lit partout, mais qui ne se traduit pas forcément dans les faits, que le premier asset de votre entreprise, de votre start-up, c'est votre équipe, pensez à prioriser. Un tips ou un petit conseil, c'est dans votre agenda, mettez, je ne sais pas si c'est 2 heures par semaine, j'en sais rien, mais bloquez un créneau dans votre agenda, dédié à l'équipe, dédié à comment vous embarquez les gens, etc. C'est hyper... Enfin, voilà. Moi, j'ai des couleurs. Dans mon agenda, c'est un truc qu'on m'a dit un jour. Donc, moi, j'ai tout un tas d'activités. Je produis chez des clients, je fais du commercial, j'ai des équipes. Et je mets des couleurs dans l'agenda. Et mon équipe, elle est en bleu. Le temps que je consacre à l'équipe, elle est en bleu. Et quand je vois dans mon agenda pendant une semaine que je n'ai pas de bleu, ça m'interpelle. Et si pendant 2 semaines, j'ai pas de bleu, ça va. Alors, si vous êtes tout seul, c'est peut-être pas grave. Mais si vous avez une équipe, vous vous rendez compte que vous faites rien en bleu, aucun temps, c'est visuel et ça vous renvoie... voilà, c'est factuel. Oui. Exactement. Faites ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre du bleu parce qu'on est hyper ouvert. Exactement. Sur les couleurs, faites comme vous voulez. Super, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Thibaut pour votre temps et vos précieux conseils aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez en ligne pour vos questions et votre participation. Merci beaucoup à ceux qui sont dans la salle également pour vos questions, vos rires. On a beaucoup rigolé pendant cette heure-ci, moi j'ai bien aimé. Merci énormément à Paul de HEC Records
grâce à qui le son, la lumière, les couleurs... le magicien. Voilà, le magicien, l'artiste et le réalisateur d'HEC Records qui permet de rendre cela possible. Moi, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain Doers to Doers qui est sur la stratégie. Donc, c'est comment se concentrer et comment refuser des clients va permettre d'accélérer la croissance. Les invités ne sont nul autre que Thomas Boutford, du coup, qui est un entrepreneur, un serial entrepreneur qui a cofondé Shaper, que vous connaissez sûrement. C'est le fameux Tinder LinkedIn où on pouvait faire des rencontres professionnelles. Et il a cofondé aussi Émile, qui l'a revendu au wagon il y a de ça 4 à 6 mois. Et donc Thomas, il a fait cette erreur en fait chez Shaper. Il a aussi vu cette erreur dans beaucoup d'entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un de nos grands experts à l'incubateur HEC. Et il est accompagné de Mathias Abramovic, qui a coaché déjà plus de 1000 startups, dont Lemlist, Dropcontact, MyJobGlasses, vraiment les grosses startups de l'incubateur. Et ils vont en fait parler de ce sujet. Je leur ai posé la question, les gars, qu'est-ce que les entrepreneurs n'ont pas compris? Et ils m'ont tous les deux répondu, le focus. Donc, on va pouvoir parler de ça la semaine prochaine. Ça sera à Station F, mercredi soir. Et donc, bien sûr, si vous êtes en ligne, vous recevrez. Si vous avez été inscrit à la session d'aujourd'hui, vous allez recevoir cet après-midi l'email pour vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup à tous et passez surtout une très belle journée. Merci. Merci.